Bonjour à tous. Nous sommes le vendredi 20 février 2026 et notre cher ami, l'ambassadeur Chas Freeman, est avec nous. Bon retour parmi nous, monsieur l'ambassadeur. Nomade, je suis très heureux d'être dehors avec toi, Nima. Permettez-moi de commencer, monsieur l'ambassadeur, par l'escalade au Moyen-Orient. Il semble que la guerre approche d'une manière ou d'une autre et que les États-Unis et l'Iran pourraient finalement s'affronter après toutes ces négociations, la deuxième série de négociations. Nous avons entendu le ministre iranien des Affaires étrangères en parler. Du côté américain, Steve Witkoff, avec Kushner, n'a même pas exigé un enrichissement nul lors de la deuxième série de négociations, ce qui était complètement à l'opposé de la manière dont cela a été rapporté dans les grands médias occidentaux. C'était totalement le contraire. Et voici ce que l'Associated Press a rapporté il y a quelques instants, avant que nous ne passions à cette émission en direct. L'Iran a désormais conclu que la seule façon de mettre fin à ce cycle de guerre est de verser le sang et d'infliger des dommages importants aux États-Unis et à Israël, même si cela leur coûte très cher. Il sera très difficile pour l'administration Trump de mener une attaque unique contre l'Iran cette fois-ci, car les Iraniens réagiraient d'une manière qui pourrait rendre un conflit total inévitable. Quelle est votre opinion, monsieur l'ambassadeur, sur la situation actuelle entre l'Iran et les États-Unis? Eh bien, je comprends la déclaration selon laquelle M. Witkoff et M. Kushner n'ont pas demandé un enrichissement nul, comme signifiant qu'ils se contentent de faire traîner l'Iran dans les négociations. Ils n'ont aucune intention de parvenir à un accord. Et je sais que les premiers désaccords entre les États-Unis et l'Iran portaient sur l'ordre du jour des négociations. En réalité, il n'y avait aucune négociation en cours, nulle part. Ainsi, les États-Unis, à l'insistance d'Israël, ont déclaré qu'il n'y aurait pas de négociation à moins que l'ensemble du programme nucléaire iranien ne soit abordé. Ses forces de missiles et ses capacités d'autodéfense, ainsi que la relation de l'Iran avec les mouvements de résistance au Levant, c'est-à-dire le Hamas, le Hezbollah et les Houthis au Yémen. La présentation publique de ces discussions laisse entendre qu'elles portent entièrement sur le programme nucléaire. Mais il est assez clair que ce programme n'est pas vraiment au centre des préoccupations, ni pour la politique israélienne, ni pour celle des États-Unis sous Donald Trump. Le véritable objectif est l'affaiblissement de l'Iran, l'élimination de sa capacité d'autodéfense, sa subordination à Israël et aux États-Unis. Je pense toutefois qu'il existe une différence. Les États-Unis sous Donald Trump se satisferaient probablement de réduire l'Iran au statut du Venezuela, tandis qu'Israël préférerait le voir sombrer dans le chaos qui règne actuellement en Syrie. Alors, les gens se demandent, quelles sont les chances d'une guerre? Qui peut savoir quelles sont les chances d'une guerre, puisque tout dépend de la décision de Donald Trump. Et il est aussi prévisible que le score d'un flipper. On ne peut pas deviner quel résultat on obtiendra quand on lance cette petite bille d'acier dans le labyrinthe du flipper. Je pense donc que ceux qui avancent des chiffres, beaucoup d'entre eux expriment simplement l'espoir qu'il n'y aura pas de guerre, que d'une manière ou d'une autre, Donald Trump trouvera un moyen de sortir du coin dans lequel il s'est lui-même enfermé. Je n'y crois pas. Je ne dirais pas que la guerre est une certitude, mais elle en est très proche. Et si elle éclate, je pense que l'article de l'AP que vous venez de citer décrit correctement la pensée iranienne telle que je la comprends. À savoir que l'Occident, les États-Unis, la Grande-Bretagne et Israël représentent une menace existentielle pour la République islamique.
et une menace existentielle contre la République islamique sera, de sa part, répondue par une menace existentielle contre Israël et par de graves dommages infligés aux États-Unis. Jusqu'à présent, l'Iran a essentiellement accepté les provocations et les attaques, en y répondant seulement de manière limitée. Nous avons donc, par exemple, la guerre de juin, où, d'après ce que je comprends, il y a eu des signaux échangés entre les États-Unis et l'Iran, et les États-Unis ont convaincu l'Iran qu'ils allaient seulement mener une attaque très modeste et symbolique contre les installations nucléaires. Ce n'est évidemment pas ce qui s'est passé. Mais je pense que cela explique pourquoi les Iraniens n'ont pas essayé d'abattre l'appareil qui menait cette attaque. Ils sont restés fidèles à cette idée d'un engagement limité lorsqu'ils ont mené ce qui était essentiellement une frappe symbolique sur un radar de la base aérienne d'Al-Udeid au Qatar. Je pense donc que c'est terminé. Si vous représentez une menace existentielle, si vous déclarez que votre objectif est un changement de régime, si vous montrez, comme au Venezuela, que vous n'avez aucun respect pour les limites ou le droit international, alors vous obtiendrez une réponse brutale et totale à toute provocation ou attaque. Je sais que le New York Times, l'autre jour, a cité c'était le Wall Street Journal, qui a publié un article affirmant que l'administration Trump espérait une attaque limitée, du type « un coup pour un coup » contre l'Iran, mais qu'elle était prête, si cela ne fonctionnait pas, à s'engager dans une guerre d'usure. Je pense qu'il y a deux problèmes avec cela. D'abord, je ne crois pas que l'Iran soit encore disposé à répondre de manière limitée à une attaque limitée. Je pense qu'il réagirait par une offensive totale contre Israël et contre les installations américaines dans la région, y compris les navires faisant partie des 2 porte-avions en train de se rassembler pour attaquer l'Iran. L'un d'eux n'est apparemment pas encore sur place, le Gerald R. Ford. Il est encore en route vers la Méditerranée orientale. Mais l'Abraham Lincoln se trouve au large, dans la mer d'Arabie. Quoi qu'il en soit, c'est le premier problème avec cette thèse. Le second, c'est que les États-Unis n'ont en réalité pas la capacité de mener une guerre d'usure efficace. Et si nous nous engageons dans une telle guerre, comme nous l'avons fait en Ukraine, nous constaterons que notre capacité à mener des opérations militaires ailleurs, par exemple la défense de Taïwan contre la Chine, sera réduite au point que nous ne pourrons plus y parvenir. Je tiens à souligner que nous avons, vous savez, 11 porte-avions, 3 sont en mer, 8 sont en réparation. S'il y a des dommages navals, ce qui est tout à fait possible pour 2 raisons que je vais mentionner, où répare-t-on ces navires? Vous savez, je pense qu'on ne peut pas entrer dans le golfe Persique et aller à Bahreïn sans supposer que le quartier général de la 5e flotte qui s'y trouve sera l'une des cibles visées par l'Iran. Bahreïn est membre des soi-disant accords d'Abraham et accueille des forces américaines dirigées contre l'Iran. Donc je pense que c'est une cible logique. Je ne sais pas comment les États-Unis s'en sortent avec des capacités de construction navale aussi limitées de nos jours. C'est un long trajet jusqu'à l'Amérique du Nord. Où, dans la région, peut-on réparer un navire endommagé? Je pense donc qu'une bonne partie de ce qui passe pour du raisonnement stratégique à la Maison-Blanche en ce moment, et peut-être aussi au Pentagone, relève du vœu pieux fondé sur la propagande israélienne à propos de l'issue de la soi-disant guerre des 12 jours de juin que les Israéliens affirment avoir dominé. En réalité, ils ont dû supplier pour obtenir un cessez-le-feu, car leur défense avait été complètement pénétrée. Je crois qu'environ 480 bâtiments ont été détruits en Israël par des missiles iraniens. Ce n'est pas un détail,
Et cela s'est produit dans des circonstances où l'Iran visait très soigneusement des cibles de renseignement et militaires plutôt que civiles, à l'exception de quelques ports. Je pense donc que les hypothèses du côté américain au début de cette guerre sont très discutables. L'Iran dispose d'une capacité de riposte très importante. Il ne se retiendra pas, à mon avis. Il ne tolérera plus ce qu'il a toléré auparavant. L'article de l'Associated Press que vous avez cité est, je pense, exact. Voyez-vous Netanyahou ne pas participer à la guerre dans les premières heures, parce qu'il a déclaré que si l'Iran attaquait, Israël répondrait d'une manière que l'Iran n'a jamais connue auparavant. Qu'est-ce que cela signifie réellement? L'implication est-elle que les États-Unis attaqueraient seuls l'Iran, tandis qu'Israël se retiendrait pour éviter d'être frappé par des missiles iraniens? Non, je pense que cela relève du vœu pieux de la part de M. Netanyahou. Il aimerait que les États-Unis mènent la guerre pendant qu'Israël reste en retrait et en récolte les bénéfices. Mais ce n'est pas possible. L'Iran ne jouera pas à ce jeu. L'Iran a été très clair, s'il est attaqué par Israël ou par les États-Unis, il ripostera de toutes ses forces contre Israël. C'est donc le genre de manœuvre politique habituelle dont Netanyahou est coutumier. Il assure au public israélien qu'Israël est protégé par les États-Unis, que les Américains feront le gros du travail et qu'il n'y aura aucun problème. Et tout cela est faux. Et je pense que les Israéliens intelligents le savent, donc je n'accorde aucune crédibilité à cela. Je pense qu'Israël sera impliqué très tôt. La vraie question est, pour reprendre une analogie avec la guerre nucléaire, qu'il existe quelque chose qu'on appelle lancement sur alerte, ce qui signifie que vous n'attendez pas que les missiles ou les avions ennemis vous bombardent réellement. Vous ripostez immédiatement dès qu'ils décollent. Donc la question est, l'Iran réagira-t-il à un mouvement dans les airs ou en mer, à des tirs de missiles immédiatement plutôt que d'attendre? Et je pense que la réponse est probablement oui. Nous ne savons pas combien de missiles de différents types l'Iran possède. Mais l'Iran possède effectivement certaines armes. Eh bien, permettez-moi de faire deux remarques ici. Premièrement, il est clair que l'Iran a bénéficié de l'arrivée de la technologie chinoise, à la fois de nouveaux systèmes radars capables de détecter les avions furtifs et d'une version très redoutable de l'adaptation chinoise du système russe de défense aérienne et antimissile S-400. Mais l'Iran dispose également de ses propres capacités. Ces missiles sont très précis. Certains d'entre eux, je crois, sont guidés en phase terminale, ce qui signifie qu'ils peuvent frapper des cibles mobiles comme des porte-avions. L'Iran possède une torpille supercavitante. Je crois qu'elle s'appelle un hout en farsi, ce qui signifie baleine. Elle serait apparemment similaire à une arme russe Shkval et se déplace à environ 480 km à l'heure sous l'eau. On ne peut pas l'arrêter facilement. Il faut imaginer que l'Iran a déployé des sous-marins équipés de cette arme dans les approches du détroit d'Ormuz et peut-être même plus loin. Je pense donc que ce n'est pas aussi simple que Donald Trump, qui est plein de lui-même après le succès vénézuélien, pourrait le croire. J'hésite à parler de succès, car il s'agissait essentiellement d'une attaque criminelle contre un pays souverain, un coup d'État orchestré par le vice-président contre le président qui a été enlevé. Est-ce donc un succès? Je n'en suis pas sûr. Mais je ne pense pas qu'il sera aussi facile de trouver et d'enlever la direction en Iran. Israël, en réalité, a fait cela lors de son attaque en juin. Il a décapité une grande partie de l'appareil militaire iranien, mais il l'a fait avec des personnes déjà infiltrées en Iran. Il ne l'a pas fait avec des avions ou des missiles, il l'a fait avec des espions et des agents sur le terrain.
Ces espions et agents ont été arrêtés. Je ne pense pas qu'Israël ait encore cette capacité. C'est donc un désastre en attente de se produire. Oui. À votre avis, Donald Trump a-t-il une sorte de limitation concernant une attaque contre l'Iran? Une limitation en termes de calendrier, par exemple? Va-t-il attaquer l'Iran ce week-end parce qu'il parlait de donner une sorte d'ultimatum aux Iraniens? 10 jours, en disant « dans 10 jours, vous allez répondre ». Comment voyez-vous cela? Comment percevez-vous la situation en interne? Et comment interprétez-vous cela en ce qui concerne la politique que l'administration Trump pourrait adopter à propos d'une attaque contre l'Iran? Je pense qu'ils attaqueront dès qu'ils seront prêts, c'est-à-dire lorsque le Gerald R. Ford et son groupe seront en place. Il y a eu un énorme pont aérien, largement documenté dans les médias internationaux, d'armes, de systèmes de défense aérienne, de F-35, de F-20, de toutes sortes d'appareils vers la région. La Jordanie regorge de ces avions, ainsi que d'autres. Il y a des rumeurs selon lesquelles ils auraient également été déployés en Azerbaïdjan ou en Arménie, qui sait. Mais, en principe, l'Irak est disponible, même si le gouvernement irakien s'y opposerait. Et bien sûr, l'une des conséquences probables d'une guerre entre les États-Unis et l'Iran serait que les milices irakiennes alignées sur l'Iran prendraient des mesures contre les troupes américaines présentes. Il y aurait donc un problème majeur de protection des forces en Irak. Donc oui, enfin un vrai désordre, un vrai désordre. Penses-tu que Netanyahou serait enfin satisfait si l'administration Trump attaquait l'Iran? Ou bien cette attaque ne serait-elle qu'un point de départ pour Israël? Parce que je ne sais pas si tu as vu Lindsey Graham parler de l'Arabie saoudite. Voici ce qu'il a dit. Ça recule maintenant. Ils attaquent les Émirats arabes unis de manière assez virulente pour leur participation aux accords d'Abraham. Ils disent que c'est à cause du Soudan et du Yémen. Il n'y a aucune bonne raison à cela. On peut avoir des différends au sujet du Soudan et du Yémen, mais ils sont en train de déclarer la guerre, en somme. Je pense que c'est le genre de sottise typique du sénateur Graham. Il se présente comme un expert en politique étrangère, mais il est en réalité un propagandiste au service d'Israël et apparemment aussi des Émirats arabes unis. Non, il existe de très bonnes raisons aux querelles qui ont éclaté entre l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Et elles tiennent au fait qu'ils se trouvent dans des camps opposés sur toute une série de terrains de conflit, à commencer par le Yémen, mais aussi en Somalie et au Soudan. Je ne pense pas que la relation personnelle entre Mohammed Ben Salman et Mohammed Ben Zayed soit bonne actuellement. Elle avait bien commencé, mais il s'est avéré que Mohammed Ben Zayed n'était pas en mesure de contrôler Mohammed Ben Salman, qui avait ses propres idées sur les intérêts de l'Arabie saoudite et les siens. Nous avons donc une approche très différente des affaires régionales par rapport à ces deux pays. L'Arabie saoudite est fondamentalement conservatrice, elle apprécie le statu quo, elle reconnaît les gouvernements établis et les soutient. Les Émirats arabes unis, eux, n'aiment pas le statu quo. Ils préfèrent soutenir des mouvements insurgés ou d'opposition, de la Libye à la Somalie, ainsi qu'au Soudan et au Yémen. C'est un praticien, un célèbre praticien, de la realpolitik. Mais ils estiment que leur sécurité réside davantage dans la déstabilisation que dans la stabilisation des pays qui les entourent. Et bien sûr, dans le contexte d'une guerre avec l'Iran, les relations irano-émiraties sont profondément troublées par des différends territoriaux concernant des îles essentiellement arides dans le détroit d'Ormuz. Mais l'une des choses que l'Iran a faites
le signal étant clairement lié à ce que je considère comme de fausses négociations entre l'Iran et les États-Unis, a été de fermer partiellement le détroit d'Ormuz, simplement pour montrer qu'il en est capable. Et il en est capable. Et je pense qu'il faut se demander, Netanyahou sera-t-il satisfait de cette guerre? Eh bien, cela dépendra de la façon dont la guerre se terminera. Elle pourrait se conclure avec Israël dévasté et les Iraniens prenant le contrôle de territoires des Émirats arabes unis actuellement disputés. En d'autres termes, si vous enfreignez les règles, ne vous attendez pas à ce que l'Iran les respecte. Et donc, je ne sais pas comment cette guerre va se terminer. Mais je soupçonne fortement, comme je l'ai dit au départ, que personne n'aimera la façon dont elle se terminera. Il est très peu probable que Netanyahou en soit satisfait, car cela ne provoquera pas l'éclatement de l'Iran, et cela n'entraînera aucun changement de régime positif du point de vue israélien. S'il y a un changement de régime, il sera probablement encore plus anti-israélien et anti-américain que ne l'a été la République islamique. Je pense donc que c'est une guerre insensée. Et la confiance excessive de l'administration Trump me rappelle, Nima, je ne sais pas si tu le sais, qu'en 1914, lorsque l'armée allemande a attaqué la Belgique, un État neutre, pour atteindre la France, le Kaiser Guillaume a essayé de faire arrêter l'armée. Il n'approuvait pas cette action. Cela faisait partie du plan élaboré par l'état-major allemand. Une fois qu'ils ont commencé à le mettre en œuvre, ils ne pouvaient plus l'arrêter. Et je pense qu'il y a aujourd'hui beaucoup de similitudes. Lorsque vous déplacez autant de forces contre l'Iran dans la région qu'un événement se produit, et qu'une fois le mouvement enclenché, je ne pense pas qu'il soit possible de l'arrêter. Je pense que cela ira jusqu'au bout. Et si cela dure, je ne sais pas, 10 jours, 2 semaines, les États-Unis seront à court de munitions et auront peut-être quelques navires qu'ils pourront réparer, peut-être d'autres au fond de la mer. Bien sûr, l'Iran sera lui aussi gravement touché. Et Israël, je pense, sera dévasté à un niveau qu'il n'a jamais connu. Israël a bénéficié du luxe d'une domination militaire dans la région et du luxe d'avoir pour ennemi des forces armées seulement d'armes légères, sans force aérienne, sans défense aérienne. L'Iran est en effet un ennemi très différent, comme il l'a démontré. Je pense que l'une des principales questions pour la politique étrangère des États-Unis est: que veulent-ils faire avec Israël? Jusqu'où sont-ils prêts à aller pour le défendre? Il semble que les ennemis d'Israël augmentent au lieu de diminuer de manière significative. Y a-t-il une quelconque compréhension à ce sujet? Ou pensent-ils pouvoir affronter chaque pays et les amener tous à une forme de soumission? Eh bien, 2 observations. La première, c'est que pour être détesté, comme l'est Israël, il suffit de faire des choses haineuses. Et Israël en fait de plus en plus, non seulement à Gaza, où son comportement est absolument inexcusable, mais aussi en Cisjordanie. Environ 80 villages ont été détruits au cours des 2 dernières années en Cisjordanie. Les colons sont en pleine frénésie, avec une cruauté qui égale pleinement celle des pogroms de la Russie tsariste qui persécutaient les Juifs et d'autres minorités, notamment en Ukraine. Ainsi, la haine contre Israël ne cesse de croître. Elle ne diminue pas, parce qu'Israël se comporte mal. Netanyahou n'a aucun intérêt à vivre en paix avec les Palestiniens, ni même avec les voisins d'Israël. Ce qu'il entend par paix, c'est la pacification. C'est de la soumission, et cela n'arrivera pas. Tout cela est donc délirant. Je dirais même que c'est psychotique, en réalité. Je veux dire, cela mérite un terme issu de la psychiatrie, car c'est fondé sur une perception erronée de la réalité, sur le narcissisme, une surestimation des capacités d'Israël et de celles des États-Unis, ainsi qu'une absence totale de compréhension de ce qu'ils appellent l'ennemi.
Vous savez, Sun Tzu avait raison. Si l'on veut réussir dans les affaires militaires, il faut connaître l'esprit de l'ennemi, aussi bien que le sien. Et Israël manque d'empathie. Il dispose de stratèges militaires et de spécialistes du renseignement très compétents, mais ces politiciens sont délirants et fanatiques. Et ce n'est pas bon signe. Bref, je vais m'arrêter là. Ambassadeur, voici ce que Donald Trump a dit à propos de l'Iran, rejoignant ce qu'on appelle le Conseil de la paix. Voici ses propos. L'Iran nous rejoindra sur une voie qui achèvera ce que nous faisons. Et s'ils nous rejoignent, ce sera très bien. S'ils ne nous rejoignent pas, ce sera très bien aussi. Mais ce sera une voie très différente. Ils ne peuvent pas continuer à menacer la stabilité de toute la région et ils doivent conclure un accord. Ou, si ça n'arrive pas, je peux peut-être le comprendre. Si ça n'arrive pas, cela n'arrive pas, mais de mauvaises choses se produiront si ce n'est pas le cas. Et bien sûr, la source d'instabilité dans la région n'est pas l'Iran, mais Israël. Et le soi-disant Conseil de la paix est essentiellement un moyen de tirer profit d'un génocide à travers une opération immobilière. Les négociateurs de Donald Trump avec l'Iran, avec les Russes et les Ukrainiens, et avec d'autres, sont des agents immobiliers qui considèrent tout sous cet angle et ont un bilan parfait d'absolument rien, à part des accords factices. Il n'y a pas de cessez-le-feu à Gaza. Nous n'allons pas passer à la phase 2 de cette proposition absurde. Le Hamas n'a jamais accepté de se désarmer. Israël, en substance, n'a jamais accepté de se retirer. Le Hamas existe toujours. Israël occupe toujours le territoire, tuant des gens chaque jour sans raison particulière. Et Witkoff, Kushner et Trump se concentrent sur un projet de développement immobilier. Je veux dire, c'est absurde. C'est insensé. Donc je pense que lorsque Donald Trump dit, vous savez, s'ils rejoignent, c'est bien, s'ils ne rejoignent pas, c'est bien aussi, il adopte une position de négociation classique. Rejoignez ou sinon, c'est en gros ce qu'il dit. Mais il n'y a aucune chance sur cette terre que l'Iran ou quiconque ayant une vision claire de la réalité et un sens moral puisse rejoindre le Conseil de la paix. Les personnes qui l'ont rejoint sont des courtisans, des gens qui veulent s'attirer les faveurs de Donald Trump et de son administration. Et vous savez, il a dit qu'il allait investir 10 milliards de dollars dans quelque chose à Gaza, mais il n'a pas précisé quoi. Et vous savez, je pense que c'est ce rêve chimérique de Kushner, celui d'un Miami Beach sur la Méditerranée orientale, un Mar-a-Lago recréé à Gaza, et cela n'arrivera pas. Nous avons apparemment un rapport indiquant qu'une immense base militaire va être construite capable d'héberger 5000 soldats. Il semblerait que 20 000 soldats soient nécessaires pour maintenir la stabilité à Gaza. Je ne sais pas qui va fournir ces troupes, ni pourquoi il le ferait, pour soutenir la police ou le développement immobilier. Peut-être qu'il devrait être envoyé à Brooklyn, dans le Bronx ou dans le New Jersey ou ailleurs, pour soutenir le développement immobilier là-bas. Ce serait plus logique. Alors, nous devrions faire venir des troupes indonésiennes, 8000 d'entre elles, pour patrouiller dans les rues de New York. Bref, tout cela est tellement farfelu. C'est espèce de que quelqu'un puisse m'en caster au sérieux. Ce qui est incroyable, c'est qu'aucun des pays présents à cette réunion, le Conseil de la paix, n'a rien dit à propos de la Palestine ou des Palestiniens. Et bien sûr, le Conseil de la paix est une extension des accords d'Abraham, un effort pour éviter de parler de la Palestine, de l'autodétermination palestinienne, ou du statut et des droits des Palestiniens. Et vous savez, peut-être que certaines personnes ne veulent pas parler des Palestiniens.
Les Palestiniens ont commis toutes sortes d'erreurs. Ils ne sont pas très appréciés dans une grande partie du monde arabe. Tout cela est vrai. Mais cela ne signifie pas que les gens vont participer à leur oppression, leur refuser l'autodétermination ou les coloniser. Et c'est bien cela qui est en jeu. Cela me ramène aux soi-disant négociations avec l'Iran. Que veut l'Iran? L'Iran veut la levée des sanctions, car celles-ci ont été utilisées comme une guerre économique par les États-Unis contre l'Iran. Ils sont cités par la secrétaire au Trésor Bezant comme ayant réussi à provoquer des manifestations en Iran, sur lesquelles se sont ensuite greffés des agents d'influence venus d'Israël, des États-Unis, de Grande-Bretagne et d'ailleurs, afin de rendre ces manifestations violentes. Vous étiez en Iran, vous avez probablement vu cela. Donc vous savez, c'est typique. Trump a créé une crise qu'il prétend maintenant résoudre en recourant à ce que je crois être un proverbe israélien. Si la force ne fonctionne pas, appliquez davantage de force. Ce n'est pas une manière de résoudre les problèmes sur le long terme. Il n'y a donc pas de véritable rencontre des esprits dans ces soi-disant négociations. Les États-Unis n'offrent pas un allègement des sanctions, ils offrent simplement une absence de nouvelles sanctions. Ils disent « Nous n'augmenterons pas la pression ». Ils ne disent pas « Nous réduirons la pression sur l'Iran ». Qu'est-ce que l'Iran y gagne? L'Iran y croit-il? L'Iran a-t-il la moindre raison de penser que Netanyahou, si on lui donne un pouce, ne cherchera pas à prendre un kilomètre? C'est bien ce qui se passe. Maintenant, quel est l'intérêt américain dans tout cela? C'est très flou. L'intérêt de Donald Trump, vous savez, il veut le prix Nobel de la paix, il veut pouvoir proclamer la paix au Moyen-Orient. Et s'il doit tuer quelques centaines de milliers de personnes pour y parvenir, cela ne lui pose aucun problème. Bien sûr, quelques centaines de milliers de personnes sont déjà mortes à Gaza, et des dizaines de milliers pourraient mourir en Iran, et encore plus en Israël si cette guerre éclate. Je ne trouve donc rien d'admirable ni de satisfaisant dans ce qui se passe. Et les conséquences, comme je l'ai dit, ne seront probablement bonnes pour personne. Il semble que l'administration Trump pense pouvoir désarmer le Hezbollah, le Hamas et les Houthis en exerçant une pression sur l'Iran. Je ne crois pas qu'ils comprennent la nature de la relation de l'Iran avec ces groupes. Eh bien, c'est exact. En fait, chacun de ces mouvements est le produit d'une réaction à des facteurs politiques locaux. Dans le cas du Hezbollah, il est apparu comme une force indépendante pour s'opposer à l'invasion et à l'occupation israélienne du Sud-Liban. Et bien qu'il ne relève pas de la même école chiite de l'islam que l'Iran, il est chiite et bénéficie d'une certaine sympathie de la part de l'Iran. Il a également été très utile, du moins jusqu'à son affaiblissement, comme moyen de dissuader Israël d'attaquer l'Iran. Le Hamas est le produit de la résistance nationaliste palestinienne face à la persécution et à l'oppression israélienne. C'est un mouvement de libération d'un type classique. Tout pays ayant connu le colonialisme aura connu des forces similaires. Je pense par exemple aux Momo au Kenya. Ils ont commis des atrocités lorsqu'ils s'opposaient aux Britanniques, mais c'était au nom de l'autodétermination des Kenyans et de l'indépendance face à l'oppression étrangère. Les Houthis, eux aussi, sont le produit de luttes internes au Yémen. Eux aussi, bien qu'ils ne relèvent pas de la même école islamique que l'Iran, partagent une affinité avec d'autres chiites. Ce n'est donc pas un cas où l'Iran crée des mouvements pour s'opposer à Israël. Il s'agit de mouvements qui sont apparus pour s'opposer à Israël, cherchant le soutien de l'Iran et, dans une certaine mesure, l'obtenant. Mais je ne pense pas qu'il existe la moindre preuve que l'Iran ait jamais été en position de diriger l'un de ces mouvements,
qu'ils soient chiites comme le Hezbollah et les Houthis, ou sunnites comme le Hamas, pour entreprendre quoi que ce soit contre Israël, les États-Unis ou quiconque. Ce sont des acteurs indépendants bénéficiant du soutien iranien. Ainsi, la nature de cette relation est commodément mal comprise, en partie parce qu'il est avantageux pour Israël de la mal comprendre et parce que les États-Unis échouent à la comprendre. Je me souviens que lorsque le 7 octobre est arrivé, beaucoup de gens dans les médias traditionnels disaient que l'Iran était derrière l'attaque contre Israël. Et on a demandé à Javad Zarif, « Quelle est votre réponse à cela ?» Il a répondu, « Pourquoi ferions-nous cela ? Nous devions parler avec les Américains 2 jours après le 7 octobre. Pourquoi aurions-nous besoin de faire ça ?» Il existe en réalité de nombreuses preuves que l'Iran a été surpris par l'attaque du Hamas et n'en avait reçu aucun avertissement préalable. La sécurité opérationnelle du Hamas était vraiment excellente, à tel point que les Israéliens n'étaient pas préparés à une telle attaque. Certains affirment que certains Israéliens ont tenté d'en tirer parti pour faire ce qu'ils ont fait depuis, à savoir mener l'expulsion génocidaire des Palestiniens de leurs terres. Je pense que c'est un raisonnement très conspirationniste et je ne l'accepte pas. Mais je crois que le Hamas a atteint son objectif, qui était de replacer la question palestinienne au centre des affaires mondiales. Pour la première fois, il a également inscrit la question palestinienne à l'ordre du jour politique intérieur américain, car elle a divisé les Américains. Je parle des Nord-Américains, qu'ils soient Canadiens ou citoyens des États-Unis. Nous sommes aujourd'hui profondément divisés sur cette question. Nous ne l'étions pas auparavant. Le Hamas a réussi dans son agenda politique. Il a été durement frappé sur le plan militaire, mais il n'a pas été vaincu. Et l'idée que, d'une manière ou d'une autre, pour revenir à votre question initiale, les États-Unis puissent désarmer le Hamas, les Houthis ou le Hezbollah, alors qu'Israël, avec toute sa puissance militaire, n'a pas réussi à le faire, est vraiment tout à fait absurde. Vous savez, Netanyahou est un magicien politique, et Trump aussi. La raison pour laquelle je ne suis pas absolument certain qu'il y aura une guerre, c'est que peut-être Trump, comme un magicien, sortira un lapin de son chapeau. C'est possible, mais peu probable, à mon avis. Oui. Monsieur l'ambassadeur, vous vous souvenez d'avant le 7 octobre. Quelle était la situation entre Israël et d'autres pays comme la Turquie et l'Arabie saoudite? Aujourd'hui, la situation est totalement différente. Nous voyons des responsables israéliens, pas Netanyahou, mais quelqu'un comme Naftali Bennett, dire que la Turquie est aujourd'hui encore plus dangereuse que l'Iran. Et autre chose s'est produite. Je me souviens que lorsque Assad était en train de tomber, tout le monde en Israël était heureux. Il disait que l'Iran avait été vaincu, que la Russie avait été vaincue, qu'ils étaient hors jeu, que le problème était résolu. Mais maintenant, nous sommes dans une situation où la Turquie devient le pire ennemi d'Israël. Voici ce qu'a dit Naftali Bennett. Je veux être très clair. La Turquie et le Qatar ont gagné en influence en Syrie et cherchent à en acquérir ailleurs, partout dans la région. Et d'ici, je vous le dis, la Turquie est le nouvel Iran. L'Iran est sophistiqué et dangereux, et il cherche à encercler Israël. Nous ne pouvons pas fermer les yeux à nouveau. Alors que certains hauts responsables israéliens étaient sur la liste de paix du Qatar, le Qatar et la Turquie nourrissent le monstre des frères musulmans, qui grandit et pourrait finir par devenir aussi dangereux que celui créé par l'Iran. La Turquie et le Qatar gagnent en influence non seulement en Syrie, mais aussi à Gaza, par la Grande Porte, et tentent de créer un nouveau maillon d'étranglement.
La Turquie essaie de retourner l'Arabie saoudite contre nous et d'établir un axe sunnite hostile avec le Pakistan nucléaire. Je pense qu'il n'y a pas de solution pour ces gens, compte tenu de leur façon de penser et de la manière dont la politique est façonnée en Israël. Eh bien, je pense que, en partie, ce que vous entendez est une réaction au fait qu'Israël a éliminé toute opposition efficace en Syrie et au Liban. Cela a donc provoqué une réaction turque. Et bien sûr, le Qatar, qui était autrefois le pays préféré de Netanyahou pour son aide au Hamas, est désormais l'ennemi. Mais fondamentalement, lorsqu'il mentionne les frères musulmans, ce qu'il dit vraiment, c'est que nous ne voulons pas d'un islam démocratique, car alors la volonté populaire prévaudrait réellement. Nous sommes donc très heureux de traiter avec des pays qui ne sont pas démocratiques, car ainsi l'élite dirigeante peut prendre des décisions que le peuple n'aime pas, mais qui nous profitent. Donc vous savez qu'Israël est un État d'apartheid et qu'il exporte désormais son apartheid, c'est-à-dire sa manière de permettre des décisions dictatoriales contraires à la volonté du peuple. Et il essaie d'exporter cela dans la région. C'est assez transparent. Je ne trouve pas cela très convaincant et je ne pense pas que quiconque le trouvera très convaincant. Je ne vais pas, vous savez, faire une déclaration d'éloge envers le président Erdogan, qui a ses problèmes et fait parfois des choses qui me paraissent tout à fait mauvaises. Par exemple, sa campagne mondiale contre le mouvement Gülen et son attribution de la tentative de coup d'État, s'il y en a vraiment une, au mouvement Gülen, me semble tout à fait insensé. Mais au bout du compte, la Turquie est un pays très sérieux. Elle possède une industrie avancée. Elle est aujourd'hui bien plus puissante que l'Iran. Elle est membre de l'OTAN. Elle entretient des liens avec l'Europe, avec les États-Unis et des relations croissantes avec la Chine et la Russie. Et c'est une rivale en matière d'influence, comme il l'a dit, dans des endroits comme la Syrie. Mais pourquoi devrait-il s'attendre à ce que les habitants de Syrie accueillent favorablement l'influence israélienne plutôt que celle d'autres musulmans? Donc je pense que vous avez raison. Ce type de raisonnement est très typique des Israéliens. Ils semblent croire à leur propre propagande. Ils pensent que les gens sont contre eux parce qu'ils sont juifs. Mais les gens ne sont pas contre eux pour cette raison. Ils le sont à cause de leur comportement. Les meurtres qu'ils commettent, les assassinats, les attentats, les attaques, l'oppression des personnes sous leur autorité. C'est donc une forme de paranoïa qui, selon moi, découle en fin de compte de l'Holocauste européen, lequel a convaincu de nombreuses personnes ayant immigré en Israël que le monde entier voulait les tuer. Ce n'est pas le cas. Et cela rejoint ce que je disais à propos de la psychose. Ce n'est pas un raisonnement rationnel, c'est un raisonnement malade. La Chine a perdu le Venezuela. Cela représentait autrefois environ 5% ou 6% de ses importations de pétrole. Et en ce moment, dans le cas de l'Iran, il semble que cela atteindra environ 30%. Quand on regarde la Chine aujourd'hui et qu'on voit ce qui se passe en Ukraine, nous venons d'apprendre que Donald Trump a prolongé les sanctions contre la Russie pour une année supplémentaire. Et le conflit avec l'Iran, comme vous l'avez mentionné, pourrait déboucher sur une guerre totale entre les États-Unis et l'Iran. La Chine réfléchit maintenant à sa stratégie. Que pensez-vous qu'il se passe dans l'esprit du gouvernement chinois, compte tenu de tout ce chaos et de tous ces conflits qui s'entremêlent? Je pense que les Chinois ont des opinions très diverses. Certains Chinois accueilleraient favorablement une guerre entre les États-Unis et l'Iran, car ils savent que cela réduirait la capacité américaine à mener des opérations défensives
si jamais il décidait de prendre Taïwan par la force. En d'autres termes, pourquoi interrompre son ennemi quand il commet une erreur? C'est un peu cet état d'esprit. Oui. Oui. S'asseoir sur la montagne et laisser les tigres se battre. C'est l'expression chinoise. Mais il y a d'autres Chinois qui disent « Attendez une minute, déstabiliser le golfe Persique et l'Asie de l'Ouest est une très mauvaise idée, et cela exercerait une pression sur nous dans le domaine énergétique. » Bien sûr, la Chine est aujourd'hui bien plus indépendante des importations qu'elle ne l'était auparavant, car elle est l'un des leaders mondiaux dans la mise en œuvre des ressources renouvelables, l'énergie solaire, l'énergie nucléaire. Il y a une 50aine de réacteurs en construction en Chine. Nous parlons d'un pays qui se prépare à se passer du pétrole, sauf pour des usages limités. Le pétrole restera toujours utile pour certaines choses. La production pétrochimique, par exemple, ou la lubrification et ce genre d'applications. Mais de plus en plus, il est remplacé par l'électrification partout, même au Brésil, et donc partout sauf aux États-Unis. Donc, ne partez pas du principe que les Chinois n'ont pas de plan pour survivre à une perturbation des flux pétroliers à travers le détroit d'Ormuz. Et d'ailleurs, il n'y a pas que l'Iran qui serait paralysé par cela. La province orientale de l'Arabie saoudite, le Koweït, le Qatar et les Émirats arabes unis seraient également à l'arrêt si cela se produisait. Oman, pour sa part, se trouverait en dehors du détroit d'Ormuz pour ce qui est de la production pétrolière et serait vraisemblablement un État neutre, non armé. Voilà donc 2 points. Le troisième, selon moi, consiste à surveiller la technologie chinoise qui sera utilisée dans cette guerre. Vous savez, les performances de l'avion JZC dans l'armée de l'air pakistanaise face à l'armée de l'air indienne ont permis à la Chine de gagner beaucoup de terrain en matière de promotion des ventes d'armes. Il n'a en réalité vendu cet avion à aucun nouveau client depuis mai, lorsque les Indiens et les Pakistanais se sont affrontés. Mais si vous allez à un salon aéronautique aujourd'hui, la technologie chinoise est très recherchée. Nous avons donc désormais un test entre le HQ-9, mentionné comme un système de défense antiaérienne et antimissile très efficace, le radar chinois tridimensionnel capable de détecter les avions furtifs, et d'autres technologies dont nous ne savons rien. Et il est tout à fait possible que quel que soit le résultat de cette guerre qui semble se profiler, cela se transforme pour la première fois en un affrontement entre la technologie américaine et la technologie chinoise sur le champ de bataille. Et il sera intéressant d'en voir le résultat. Je pense que certains Chinois, peut-être avec un excès de confiance, s'imaginent qu'ils tireraient avantage à démontrer que leur armement est efficace au combat. Il y a donc plusieurs éléments ici, d'autres complications. Vous savez, il y a un nouveau régime en Syrie. La 82e division de l'armée syrienne est composée de Ouïghours farouchement anti-chinois, dont la Chine exige le renvoi pour jugement auprès du gouvernement Al-Shara à Damas. Et l'Iran exerce une certaine influence, malgré la rupture avec Damas. Il se passe donc beaucoup de choses ici. Et lorsque les combats cesseront, car toutes les guerres finissent par prendre fin, alors, et je m'en souviens, je sais que vous étiez enfant à l'époque, mais pendant la guerre Iran-Irak, l'Iran n'a pas renoncé malgré d'horribles sacrifices sur le champ de bataille. L'Iran est organisé pour mener une guerre d'usure. Les États-Unis et Israël ne le sont pas. Donc je ne sais pas à quoi ressemblera la situation après la guerre. Mais la Syrie ne peut pas se passer des investissements chinois pour se reconstruire. La route de la soie, le projet des nouvelles routes de la soie, revêt une importance énorme pour l'Iran, l'Irak et d'autres, et à terme pour la Syrie. La Turquie ne participera pas à cette guerre. Donc, peut-être que l'Iran sera affaibli,
peut-être qu'Israël le sera. La Turquie, elle, ne le sera pas. Il y a donc beaucoup de choses à considérer ici. Et je ne pense pas qu'on accorde suffisamment d'attention à cet aspect comme argument en faveur d'une base de coexistence entre les États-Unis, Israël et l'Iran. Rappelons que sous le règne du Shah, pour des raisons géopolitiques, l'Iran et Israël entretenaient de bonnes relations. Et je ne pense pas que le gouvernement de Téhéran, bien qu'il s'agisse de la République islamique, considère que l'islam signifie être anti-israélien, sauf dans la mesure où Israël provoque les musulmans, les dénigre et les persécute. Après tout, les États-Unis sont une nation majoritairement chrétienne. Et pourtant, nous entretenons une relation étroite avec Israël qui persécute les chrétiens. Vous savez, les chrétiens palestiniens ont été pratiquement écrasés et ils ne sont pas traités différemment des Palestiniens musulmans. Et j'ai de la peine pour les Palestiniens juifs, dont il existe quelques-uns. Quoi qu'il en soit, je ne pense pas qu'ils soient très bien traités non plus. Avant de conclure, Monsieur l'ambassadeur, l'une des politiques controversées de l'administration Trump a été celle des droits de douane depuis son entrée en fonction, depuis son élection aux États-Unis. Et nous avons appris, avant d'entrer en direct, que la Cour suprême des États-Unis a déclaré les droits de douane de Trump illégaux. Donald Trump a déclaré aujourd'hui qu'il allait imposer un tarif de 10% sur le monde entier. C'est tout simplement ce qu'il a dit. Et c'est ce qu'il a dit. Pour vous montrer à quel point cette décision est ridicule, le tribunal a dit que je n'ai pas le droit de facturer ne serait-ce qu'$1. Je ne peux pas facturer $1. Impossible de facturer $1. J'aurais utilisé un centime, mais nous ne fabriquons plus de centimes. Nous économisons de l'argent. Je ne peux pas facturer $1 à aucun pays en vertu de l'AIPA. Pas un seul dollar, je suppose, pour protéger d'autres pays. Cela a certainement été fait pour protéger ces autres pays et non pas les États-Unis d'Amérique qu'ils sont censés protéger. C'est ce qu'ils sont supposés protéger. Mais j'ai le droit de couper tout commerce ou toute activité avec ce même pays. En d'autres termes, je peux détruire le commerce. Je peux détruire le pays. J'ai même le droit d'imposer un embargo qui détruirait un pays étranger. Je peux imposer un embargo. Je peux faire tout ce que je veux. Mais je ne peux pas facturer $1. Eh bien, vous savez, tout d'abord, je suis heureux que la Cour suprême ait redécouvert la Constitution américaine, qui indique très clairement que les droits de douane, en tant qu'impôts, doivent être approuvés par le Congrès des États-Unis. Donald Trump a choisi de ne pas soumettre son programme économique au Congrès, en partie parce qu'il a probablement compris que la plupart des membres du Congrès, même au sein du Parti républicain, verraient clair dans son jeu et ne voudraient pas être associés à cela. Ce programme a maintenant échoué. Il fanfaronne désormais à propos d'un embargo total. Je me demande comment il pense que l'économie américaine s'en sortirait dans de telles circonstances. C'est une réaction irrationnelle. Ce n'est pas la Cour suprême qui manque à défendre les États-Unis. C'est la Cour suprême qui défend la Constitution des États-Unis, ce qui est précisément sa fonction. Donald Trump peut choisir d'ignorer la Constitution, mais les tribunaux ne peuvent pas et ne devraient pas le faire. Je ne sais pas où nous allons à partir de là. Son administration affirme, avoir perçu environ 200 milliards de dollars de recettes douanières au cours de l'année écoulée, payées par des entreprises américaines qui ont pour la plupart répercuté l'augmentation des coûts sur les entreprises et les consommateurs américains. Je ne sais pas comment cela pourrait être remboursé, si tant est que ce soit possible. Peut-être que les entreprises pourront récupérer une partie de leur argent, mais les citoyens américains ordinaires ont très peu de chances d'en faire autant. Ainsi,
L'ensemble du programme économique de Trump doit désormais être repensé. Malheureusement, je ne pense pas que le revers subi devant la Cour suprême incitera Donald Trump à reconsidérer ses idées économiques plutôt peu conventionnelles, pour ne pas dire farfelues. Ainsi, quoi qu'il fasse maintenant, il est peu probable que ce soit très bon. Une dernière remarque. D'après ce que je comprends de la décision de la Cour suprême, elle vise entièrement les droits de douane autorisés en vertu de l'IEPA ou de la législation sur les urgences internationales par le président sans approbation du Congrès. Il existe des droits de douane appliqués à l'acier, à l'aluminium et aux automobiles qui n'ont pas été autorisés par cette législation ou ne reposaient pas sur cette autorisation, et cela reste donc en vigueur. Cela concerne des pays comme le Brésil qui possède une importante industrie sidérurgique, des pays comme le Canada, étroitement liés à l'industrie automobile américaine, et encore une fois, des pays comme le Brésil qui produisent de l'aluminium. C'est donc une bonne nouvelle pour les Américains, dans la mesure où la Constitution est à nouveau respectée, du moins dans une certaine mesure, par notre système judiciaire. Mais c'est une nouvelle incertaine pour le monde et pour l'économie américaine. Oui. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Un grand plaisir comme toujours. Trouvons un sujet plus joyeux dont parler. Oui, bien sûr.